Ce journal sera largement dominé par les images de la visite d'État que le président Faure Gnassingbé vient d'effectuer au Ghana, l'inauguration d'une ligne d'interconnexion ferroviaire entre le Ghana et le Togo, la conférence de presse animée par le président togolais et son homologue ghanéen avec à la clé plusieurs annonces sont quelques-uns des temps forts de cette visite que nous allons aborder. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. L'axe Lomé-Accra se réchauffe. La visite d'État que le président Faure Gnassingbé vient d'effectuer au Ghana a permis de revigorer une relation bilatérale quelque peu somnolente entre les deux voisins. La sécurité des deux côtés des frontières, la lutte contre la piraterie maritime, les projets d'adduction d'eau, d'énergie électrique, l'agriculture, la pêche, le commerce, voilà autant de domaines dans lesquels cette coopération va désormais s'intensifier. Il y a 3 semaines, les deux chefs d'État togolais et ghanéens donnaient les premiers signaux de cette redynamisation des relations entre leurs deux pays en procédant à l'inauguration du poste frontière juxtaposé de Nwepé. Aujourd'hui, c'est un tout autre ouvrage, un ouvrage tout aussi important que Faure Gnassingbé et John Dramani Mahama ont inauguré. Il s'agit d'une ligne de chemin de fer qui fait la connexion entre les deux pays à quelques encablures de la frontière tout proche de Lomé. Nous allons vivre cet événement tout à l'heure en image avec Gerson Deveau, si tout va bien. Mais d'abord, voyons les images de l'arrivée des deux présidents sur les lieux. Faure Gnassingbé et John Dramani Mahama qui sont donc arrivés sur place à bord du même véhicule accueillis par les ministres togolais et ghanéens des transports vont ensuite s'offrir un bain de foule serrant au passage quelques mains, celles des autorités politiques, administratives et traditionnelles dans une ambiance entretenue par des groupes folkloriques et ovationnés donc comme vous le voyez par les populations des deux côtés de la frontière avant de s'immobiliser pour l'exécution des hymnes nationaux togolais et ghanéens exécutés par la musique de la police nationale ghanéenne. Après quoi, ils iront s'installer pour le début de la cérémonie, marquée notamment par les discours des deux présidents. Je vous propose le discours de Faure Gnassingbé sur les lieux. Monsieur le Président de la République du Ghana, chers frères et amis, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre de la région de la Volta, honorables chefs traditionnels, particulièrement, je voudrais saluer Togui Adjonou Gaga Amenya Fiti 5, chef du district d'Aflao, vénérables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le Président directeur général de WASEM, autorités politiques, civiles et militaires, distingués invités. Permettez-moi, avant d'entamer mon propos, Monsieur le Président, de vous dire que je suis ici à la tête d'une importante délégation venue de Lomé. Délégation dans laquelle on trouve des ministres, des responsables politiques, administratifs, des chefs traditionnels, des opérateurs économiques et naturellement nos amis des médias, bref, des frères et des sœurs du Ghana. Et nous sommes particulièrement honorés par l'accueil que vous nous réservez. Nous n'avons pas l'impression d'avoir franchi une frontière, nous avons plutôt l'impression d'être venus dans le quartier d'à côté. Merci encore pour cet accueil. Monsieur le Président, il y a quelques semaines, vous et moi avons inauguré dans une grande solennité le poste de contrôle juxtaposé de Nwepé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Aflao pour l'ouverture à la circulation
du tronçon de chemin de fer qui permet l'embranchement des réseaux ferroviaires du Togo et du Ghana. Ce n'est pas un pur hasard. Comme vous pouvez le deviner, l'enchaînement de ces deux événements n'est nullement le fruit du hasard. La cérémonie d'inauguration de ce jour se situe en effet dans le droit fil de notre commune détermination à mettre un à un en place les maillons qui permettront à nos deux pays et à nos populations de cheminer ensemble sur la voie du développement économique. C'est un pas de plus que nous venons de faire dans la bonne direction, celle de la mise en place progressive d'un réseau dense d'infrastructures qui nous permettront de cultiver davantage notre proximité et de la mettre surtout au service de nos projets de développement. Je suis particulièrement heureux, Monsieur le Président, que la présente cérémonie vienne marquer la fin et le couronnement du séjour mémorable de 3 jours que je viens de passer en terre ghanéenne dans le cadre de ma visite d'État dans votre beau pays. C'est le signe que nous avons résolument opté de donner à notre coopération un contenu concret, fait de réalisations palpables qui améliorent le quotidien de nos populations et créent par la même occasion un cadre favorable pour les entreprises et pour l'essor de nos économies. Avant de procéder dans un instant à la coupure du ruban symbolique, qu'il me soit permis de réitérer mes sincères remerciements au président John Dramani Mahama, mon cher frère et ami, pour le séjour inoubliable que je viens d'effectuer au Ghana et pour son implication personnelle dans la réalisation de cette importante infrastructure ferroviaire, véritable trait d'union entre les peuples togolais et ghanéens. Fruit du partenariat public-privé, cette ligne ferroviaire est également le symbole du nouveau rôle, du rôle plus affirmé que nous entendons assigner au secteur privé dans notre marche vers le développement. Je voudrais à cet égard adresser toutes mes félicitations au président directeur général de WASEM, au président du conseil d'administration de Togo Rail et à sa direction pour avoir réalisé dans le temps requis les travaux de ce réseau conformément au cahier des charges de l'exploitation de la ligne du réseau ferré qui a été concédé au groupe WASEM. Grâce à ce projet, le groupe WASEM nous donne l'exemple du dynamisme de notre secteur privé. Monsieur le Président et chers frères, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ce que nous avons commencé ensemble, nous devons le poursuivre avec la même détermination. Je souhaite que d'autres ouvrages, que d'autres infrastructures viennent dans un proche avenir consolider les liens forts que nous tissons sans relâche afin que le Togo et le Ghana servent d'exemple et qu'avec le concours des autres pays voisins, nous puissions former un puissant vecteur pour l'intégration au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a accompli, Monsieur le Président, sous votre présidence, des progrès remarquables et nous allons continuer à travailler ensemble pour que nos peuples aient le sentiment de plus en plus fort d'appartenir à un même espace de solidarité et qu'ils soient des acteurs de développement qu'aucune barrière ne doit désormais arrêter. Vivement que les 8 km de chemin de fer que nous allons inaugurer permettent à nos deux pays d'atteindre pleinement leurs objectifs et qu'ils puissent créer des raccourcis sûrs pour nos opérateurs économiques qui sont plus que jamais soucieux de transporter leurs marchandises dans les meilleures des conditions de sécurité. Vive la coopération entre le Togo et le Ghana, vive l'amitié entre le peuple ghanéen et le peuple togolais, vive WASEM et Togo Rail, vive le développement.
Permettez, pour finir, que je réitère mes félicitations aux populations d'Aflao et au très honorable chef traditionnel Togui Adjounougaga Amenya Fiti 5, chef du district d'Aflao, et le rassurer que le président Mahama et moi-même avons pris bonne note des diverses suggestions qu'il nous a faites dans son discours. Nous étudierons cela et avec l'aide de Dieu, nous apporterons des réponses. Merci beaucoup. Nous venons donc d'écouter le président Faure Gnassingbé à la cérémonie d'inauguration de la ligne ferroviaire entre le Togo et le Ghana qui doit faire une jonction au niveau de la frontière des deux pays. Alors, cette interconnexion ferroviaire, nous allons en reparler dans le courant de cette édition avec le résumé de la cérémonie d'inauguration. C'est Gerson Dovo qui était sur place. Cette interconnexion, donc, ajoutée au poste juste à poser de Mwepé, va accroître considérablement les échanges commerciaux entre le Togo et le Ghana. L'une des grandes décisions prises par les deux chefs d'État lors de leurs nombreux échanges à Accra aura été l'ouverture prochaine du poste frontière d'Aplao, Kodovia-Kopé et des autres postes 24 heures sur 24. Annonce faite lors d'une conférence de presse que les deux dirigeants ont animée à Accra. Aimé Abalo. Le séjour de 72 heures du président Faure Gnassingbé dans la cité d'Accra aura été prolifique, à plus d'un titre, au bénéfice des populations du Togo et du Ghana. Plusieurs tête-à-tête avec John Dramani Mahama, séance de travail entre les deux délégations, visite d'une unité pharmaceutique et du mausolée Kwame Nkrumah, inauguration d'infrastructures et au finish, une conférence de presse pour annoncer les retombées de ces 3 jours de lune de miel entre Lomé et Accra. La plus envoûtante des nouvelles va aux opérateurs économiques. Les frontières pourront bientôt s'ouvrir 24 heures sur 24. Je crois qu'avec les relations que nous avons à l'heure actuelle, c'est une relation de gagnant-gagnant. Si bien que je crois que ceci constitue de bonnes relations entre le peuple ghanéen et togolais et qui sont très satisfaits avec les relations dont jouissent les deux pays et qu'ensemble nous allons continuer de travailler pour intégrer les deux pays, non seulement en matière de contacts humains, mais en matière des activités économiques qui peuvent avoir lieu dans les deux pays. Pour ce qui concerne les infrastructures, ça vient sous l'égide de projet de la CEDEAO et avec notre intention d'intégrer la sous-région. Et nous croyons également que les activités économiques et la circulation des personnes doivent continuer sans cesse. Si bien qu'il y a la suggestion, si bien qu'il y a également les responsables techniques qui connaissent les modalités à suivre. Donc avec les postes frontaliers juste à poser, ce serait encore bon avec les responsables de l'immigration et de la douane qui vont nous permettre de travailler 24 heures sur 24 et nous permettre de traverser les frontières sans problème. Les deux chefs d'État ont surtout annoncé une nouvelle ère de coopération entre leurs deux pays, ponctuée par des projets communs de développement socio-économique. Adduction d'eau potable dans la région de la Volta au profit des populations de Soga-Kopé et de Lomé. Intensification des projets d'agriculture, de pêche, renforcement de la sécurité maritime et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Je voudrais vous remercier pour cette invitation que vous m'avez adressée et à travers moi, c'est le peuple togolais tout entier que vous honorez, a déclaré le président togolais à l'endroit de son homologue ghanéen avant de se prononcer sur les questions touchant à l'actualité politique au Togo. Le débat sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles est en cours dans mon pays, le Togo. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a un principe qui ne varie pas. C'est celui du respect des dispositions constitutionnelles de la Constitution en vigueur. Naturellement, l'opposition ou les partis politiques peuvent avoir une opinion sur telle ou telle chose. Mais je crois que ce vers quoi nous devons tous tendre, c'est la stabilité, surtout le respect des dispositions constitutionnelles. Quant à ma préférence personnelle, vous comprendrez que je puisse réserver la primeur de la nouvelle à mes compatriotes à Lomé. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la Constitution en vigueur sera rigoureusement respectée.
Le président togolais a aussi ajouté que le processus de réconciliation est en marche au Togo. En témoigne la présence dans sa délégation officielle du leader de l'Union des forces de changement. Je pense que sa présence même est un des symboles de la réconciliation qui est en cours au Togo. Mais cette réconciliation et ce symbole ont une racine, une fondation. C'est d'abord les progrès démocratiques, les progrès dans la construction et dans la consolidation de l'état de droit et dans la promotion des libertés. C'est aussi cet état de fait qui nous a permis d'améliorer grandement nos relations avec le Ghana parce que nous avions les mêmes principes et la même règle, c'est de respecter les principes démocratiques et les libertés fondamentales. À partir de ce moment-là, nous pouvons organiser des élections et avoir des dirigeants qui ont toute la légitimité nécessaire pour notamment créer et promouvoir cette réconciliation-là. Et donc c'est ce que nous avons fait à partir du moment où les élections ont été crédibles. M. Gilchrist Olympio a accepté de discuter avec nous pour voir comment nous pourrions travailler ensemble pour notre peuple, pour le peuple togolais. Si les élections n'avaient pas été crédibles et si nous n'avions pas de légitimité, je pense que le dialogue aurait été difficile. Maintenant, la démocratie, on peut toujours l'améliorer et c'est ce que nous essayons de faire. Il faut absolument l'améliorer, il faut maintenir. Donc nous avons mis en place un processus de réconciliation avec une commission vérité, justice et réconciliation qui nous a prescrit un certain nombre de recommandations que nous essayons de mettre en œuvre. En plus, depuis 2005, depuis la sortie de crise, nous n'avons jamais eu un gouvernement composé d'un seul parti politique, c'est du parti politique qui est sorti vainqueur des élections. Nous avons toujours cherché à faire des gouvernements d'ouverture, à faire des gouvernements d'union nationale, parce que nous pensons que cette réconciliation a besoin d'être consolidée, et c'est ce que nous allons continuer dans les prochains jours. Inlassablement dialoguer, inlassablement chercher le consensus pour faire progresser le pays. Sa présence ici ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. Nous avons des différences. Il les exprime, nous les exprimons, nous nous expliquons et nous essayons d'avancer. Donc je pense que l'essentiel c'est que ce qui nous unit, ce qui nous rapproche, soit supérieur à ce qui peut nous diviser ou à ce qui peut nous séparer. Donc je pense que nous avons une volonté commune, c'est que cette réconciliation-là soit étendue aux autres parties et surtout qu'elle contribue au développement économique et à la prospérité des Togolaises et des Togolais. Les deux chefs d'État ont promis de se retrouver de façon périodique pour entretenir et soutenir au niveau des États l'intégration socio-économique qui est déjà effective au niveau des populations. Au programme de cette visite d'État du président de la République, il était donc prévu une conférence de presse que vous avez suivie. C'est donc dans ce cadre que Faure Gnassingbé s'est prêté aux questions des journalistes. Et vous l'avez entendu, le président de la République a salué la présence au sein de la délégation présidentielle togolaise du leader de l'UFC, Gilchrist Olympio, une présence qu'il a expliquée par leur volonté commune de travailler ensemble pour le bien du Togo en mettant en avant l'intérêt général. Des propos que M. Olympio, que l'on a aperçu d'ailleurs dans la salle lors de la conférence de presse, a confirmé juste après au micro des journalistes présents. Je vous propose de l'écouter. Et les frictions ont évolué et qu'aujourd'hui, entre le parti au pouvoir et l'UFC, c'est la concorde totale. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de friction. Il y a des frictions. Mais notre rôle en tant que parti politique, c'est d'éliminer, pas complètement, mais d'adoucir les frictions qui arrivent dans notre pays. Ce n'est pas dans notre intérêt de créer des problèmes parce qu'il faut créer des problèmes, de créer des difficultés simplement parce que nous sommes des partis d'opposition. Ce que nous voulons, c'est de regrouper le maximum d'opinions dans notre pays pour qu'on puisse faire la construction. Et que c'est l'avenir qui compte pour nous et de ne pas regarder tout le temps dans le rétroviseur. Oui, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui au développement du Togo en étant présent à cette rencontre qui parle essentiellement de construction? Mais d'abord, il y a la paix au Togo. Une paix générale. Les gens sont libres. Il y a au moins une vingtaine de journaux, de radios, de télévision dans le pays.
C'est déjà un grand pas en avant. Numéro 2, nous avons beaucoup de projets en cours. Je soutiens 100% le projet de la Volta, qui est de canaliser l'eau pure de la Volta vers le Togo. Nous avons plusieurs projets sur lesquels je travaille. La vallée de Loti dans le nord du Togo, pour l'aménagement de Loti et en même temps de créer un complexe sucrier. Dans ce domaine, je crois que nous sommes légèrement en avance sur le Ghana, parce que je crois que notre complexe sucrier sera prêt avant celui du Ghana. Bon, dernière question politique. Est-ce que votre parti l'UFC sera candidat aux élections? Et surtout, est-ce que les réformes que l'opposition demande, est-ce que votre parti soutient ça? Bon, je vois que nous participerons au prochain scrutin. Il n'y a pas de doute là-dessus. La manière dont nous allons participer à ce scrutin, c'est une affaire pour notre congrès. Il y aura un congrès d'ici quelques mois et nous allons prendre certaines décisions. Pour ce qui est de la réforme institutionnelle et constitutionnelle, je peux vous dire tout de suite que c'est la politique fondamentale de notre parti. Et nous sommes en discussion avec le président Faure. Ces réformes sont importantes. Nous devons voir les modalités pour les appliquer, pour ne pas disloquer complètement notre pays. Nous travaillons là-dessus et je crois que nous sommes tous dans une atmosphère d'optimisme et que quelque chose de concret y sortira. Avant les élections? Oui. Voilà pour ce qui est de la visite d'État du président Faure Gnassingbé, mais ce n'est pas fini. Nous retrouverons Gerson Dovo pour la suite de la cérémonie d'inauguration de l'interconnexion ferroviaire entre le Togo et le Ghana. En attendant, déroulons la suite du journal. Une campagne nationale de vaccination contre la méningite A va démarrer le vendredi prochain au Togo. La cérémonie de lancement de cette campagne se fera demain à Mango et sera présidée par le chef de l'État Faure Gnassingbé. En prélude à cette cérémonie, le Premier ministre et les partenaires au développement du Togo en matière de santé ont animé une conférence de presse cet après-midi à Kara. Nestor Mouzou. La méningite à méningocoque de type A est une maladie mortelle qui fait de nombreuses victimes dans les pays situés dans la ceinture qui part du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie. Les patients les plus sévèrement atteints meurent dans les 24 ou 48 heures qui suivent l'apparition des symptômes et 10 à 20% des survivants souffrent des lésions cérébrales. Pour lutter contre cette maladie au Togo, une nouvelle campagne de vaccination sera lancée. Cette conférence de presse tenue par le chef du gouvernement et les partenaires du Togo dans le domaine de la santé vise à éclairer les journalistes sur la campagne qui sera menée. L'introduction du vaccin MENAFRIVAC est enfin arrivée. C'est un vaccin sûr, abordable, efficace et va permettre de réduire les cas et les décès liés à la méningite chez les personnes de 1 à 29 ans dans les régions les plus à risque. L'OMS, l'UNICEF et les partenaires de la vaccination sont satisfaits de ce pas franchi par le Togo et assurent au gouvernement leur accompagnement dans les initiatives vaccinales. Car après la campagne, le vaccin devra être introduit dans le programme élargi de vaccination. C'est un grand événement donc pour les enfants du Togo parce que grâce à ce vaccin, vous avez entendu tous les points positifs le concernant, qu'il est abordable, qu'il est efficace, qu'il est sûr, qu'il est gratuit. Et donc, l'UNICEF ne peut que se réjouir de cela parce que cela contribue à l'atteinte de l'un des droits les plus importants pour les enfants, qui est le droit à la santé. La campagne de vaccination sera organisée dans 4 régions, Savane, Kara, Centrale et Plateau. Elle commence le 28 novembre pour finir le 7 décembre prochain. Nous voulons compter sur la force de mobilisation des acteurs des médias que vous êtes d'abord, en vue de toucher les écoles, les dispensaires et autres publics retenus pour organiser les séances de vaccination. Je voudrais aussi compter particulièrement sur les autorités administratives, que nos populations se sentent concernées par cette opération, que les populations comprennent qu'il est de leur intérêt de faire vacciner les populations cibles, afin d'éviter que la méningite ne s'installe dans notre pays. J'espère qu'après cette opération que nous faisons, et après le lancement que le chef d'État fera demain à Mango, chacun d'entre nous se constituera un acteur de vulgarisation de cette campagne, de promotion de cette campagne,
afin qu'elle touche les populations concernées. Le vaccin MENAFRICA-VAC a été mis au point en 2010. À ce jour, plus de 209 millions de personnes ont bénéficié de ce vaccin et aucun cas de méningite n'a été enregistré chez les personnes vaccinées. Les universités africaines veulent s'essayer à l'autofinancement. En plus des subventions de l'État, elles vont chercher d'autres sources de financement pour accomplir leur mission d'enseignement et de formation. Et ceci devrait accroître leur autonomie. Une conférence régionale sur les approches innovantes de financement de l'enseignement supérieur s'est ouverte à cet effet ce matin à Lomé. Compte rendu Lucassi et dans ce support. La dépendance persistante de la subvention de l'État comme unique source de financement de l'enseignement supérieur dans la majorité des pays africains, c'est le sujet au cœur de cette rencontre de Lomé. Il est remarqué qu'il est de plus en plus difficile pour les gouvernements de continuer à financer seuls et entièrement les établissements d'enseignement supérieur. L'Association des universités africaines tient cette conférence pour amener les acteurs du système éducatif africain et leurs partenaires à plancher sur des approches innovantes de financement du système d'enseignement supérieur et de la recherche. Il importe que des dispositions soient prises, que des initiatives soient prises pour que d'autres sources de financement puissent venir contribuer au budget des universités africaines. En fait, il y a des pistes novatrices qui ont déjà été explorées en Afrique. Il y a d'abord les prêts aux étudiants. Dans les pays anglophones, à la différence des pays francophones, c'est les étudiants qui empruntent de l'argent pour financer leurs études supérieures. Ensuite, il y a une piste qui consiste à taxer les transactions financières internationales. Ça peut être les transactions financières au Togo, les transactions de toutes sortes. Il y a les taxes sur les industries extractives. Pour finir, il faut aussi on voit dans quelle mesure les étudiants et leurs familles pourraient éventuellement, dans la proportion de leur pouvoir d'achat, participer au financement de leurs études dans le supérieur. Au moment où la demande sociale d'études supérieures explose dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, avec des effectifs pléthoriques, il faut proposer mieux, afin de satisfaire les nouvelles exigences académiques et rester compétitif. Les réformes engagées dans le domaine de l'enseignement supérieur requièrent d'énormes financements pour atteindre des objectifs d'efficacité dans l'apport de l'enseignement supérieur à l'accompagnement vers le développement de nos pays. Et ces sources de financement ne peuvent plus venir que de l'État. L'État tout seul ne peut pas faire face aux nombreux besoins en ressources financières que requièrent justement les exigences académiques et pédagogiques aujourd'hui dans un monde en compétition. L'enseignement supérieur et la recherche universitaire sont donc sous-financés dans leur ensemble et sont les parents pauvres du système éducatif. Il faut relever la pente en diversifiant les sources de financement de nos universités, dira le Premier ministre Célia Godia Oumezounu. Ceci est une question d'autonomisation pour s'assumer face à certains défis. Si pendant longtemps l'État va garder le monopole du financement de l'enseignement supérieur, les rapides mutations socio-économiques de nos sociétés, la pénurie des ressources disponibles et surtout le besoin de plus en plus réaffirmé d'une autonomisation des établissements d'enseignement supérieur invitent aujourd'hui à des sources alternatives et innovantes à la diversification des sources de financement. S'il est vrai que la démocratisation du savoir, caractéristique des économies du savoir, ne signifie pas le désengagement total de l'État, il en demeure pas moins que le rôle de l'État s'y trouve singulièrement redéfini. Dans le passé, le rôle de l'État dans le financement et l'offre de l'enseignement supérieur s'est traduit par un rapport de contrôle centralisé, plus ou moins excessif et parfois préjudiciable aux missions des établissements d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, au regard de leur repositionnement stratégique comme vecteur inconditionnel de développement, les établissements d'enseignement supérieur doivent se redéfinir dans une approche plus globale, plus diversifiée, mais porteuse d'une vision cohérente, celle de l'édification d'une société prospère, ouverte et tournée vers l'épanouissement de tous. Tandis que certains pays consacrent 30% de leur budget national à l'éducation, d'autres y allouent moins de 7% et moins d'1% de leur PIB à l'enseignement supérieur.
Si l'on veut relever le niveau de qualification universitaire, un partenariat public-privé sera salvateur. Autre haut lieu de transmission du savoir, l'École nationale d'administration veut se mettre, elle, au diapason du modernisme pour mieux répondre aux besoins de l'administration publique. Pour ce faire, elle compte procéder à un remaniement en profondeur de son système d'enseignement qui va passer par l'adoption d'une loi portant réorganisation de l'école. Des experts venus de plusieurs secteurs de l'administration se penchent sur l'avant-projet de la dite loi dans le cadre d'un atelier à Lomé. Reportage d'Anjouma Ali Adorpaka. L'École nationale d'administration ENA, après un demi-siècle d'existence, est à l'épreuve du temps et a besoin d'adaptation dans un monde en pleine mutation. Sa structuration et le contenu des curricula sous leur forme actuelle remontent à 1964 et revus en 1979. Il est alors question dans cet avant-projet de loi de révisiter l'organisation de cette école depuis les cycles de formation jusqu'au conseil d'administration. Ça porte sur la réorganisation du conseil d'administration, la création du conseil des études, la suppression des cycles 1, 2 et 3 et la création de nouveaux cycles, cycles moyens et cycles supérieurs avec le relèvement des niveaux de recrutement. Cet avant-projet de loi, une fois validé, sera soumis à l'appréciation du Conseil des ministres. Le but visé à travers ces réformes est de faire de l'ENA un véritable temple du savoir et une source efficiente des ressources humaines pour l'administration. Il faut admettre que le contexte de la formation administrative a aujourd'hui changé, tant au plan quantitatif que qualitatif. En effet, il faut plus de cohérence entre les niveaux de formation, plus de rigueur dans le diagnostic et dans la définition des objectifs, contenu et moyens de formation. Créée en décembre 1958 sous le nom d'École togolaise d'administration, elle est devenue ENA en 1964. Rattachée au ministère en charge de la fonction publique, l'ENA est aujourd'hui ouverte aux élèves nationaux comme étrangers. L'accès est sur concours. Des universités plus autonomes et une école nationale d'administration plus moderne pour des élites plus responsables, prêtes à affronter les grands défis du moment. Entre autres défis, l'on retiendra l'auto-emploi. Et qui dit auto-emploi, dit entrepreneuriat. Le sujet était encore au centre d'un débat ce matin entre étudiants et professeurs de l'Université de Lomé à l'initiative de l'Institut international de formation des entrepreneurs et gestionnaires IFEG École Entreprise et du réseau marketing Top Potentiel. La particularité de ces échanges, c'est qu'ils ont porté sur les changements de mentalité, l'esprit d'entrepreneuriat et de créativité. Nous en reparlerons bientôt avec Nathalie Panegué. Nous allons à présent parler de ce symposium, un symposium destiné à faire l'évaluation de la mise en œuvre de l'étude diagnostique pour l'intégration commerciale EDIC qui se tient depuis hier à Lomé. Élaboré avec l'appui de la Banque mondiale, l'EDIC vise essentiellement à renforcer les capacités institutionnelles en matière de commerce et à intégrer les questions commerciales dans toutes les stratégies de développement. Précision, Augustin Kossi, Charlotte Onsimi. L'étude diagnostique pour l'intégration du commerce EDIC réalisée en 2010 s'est fixée pour ambition d'améliorer la compétitivité commerciale du Togo et renforcer les capacités des ressources humaines et institutionnelles, et ceci à travers l'amélioration du climat d'affaires en favorisant les exportations. 4 ans après sa mise en œuvre, les acteurs impliqués vont examiner ici les différentes actions menées. Une évaluation à mi-parcours qui va ouvrir la voie à des réflexions permettant la consolidation des acquis pour l'atteinte des objectifs en 2015. Le symposium de ce jour n'a d'autre but que de procéder à cet état des lieux, des actions qui ont été mises en œuvre et de celles qui sont en cours de mise en œuvre, ce qui permettra au pays de procéder à la mise à jour donc de l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce afin de son meilleur positionnement dans les stratégies nationales et sectorielles de développement de notre pays. Après avoir salué les résultats obtenus, Baroma Bamana, le secrétaire général du ministère de Commerce, a souhaité voir les fruits des travaux de ce symposium contribuer à la promotion du secteur commercial et à la réduction de la pauvreté au Togo.
Voilà, je vous l'annonçais, Gerson Deveau devait arriver sur ce plateau. Il est là pour nous replonger dans la cérémonie d'inauguration de l'interconnexion ferroviaire entre le Togo et le Ghana. Inauguration présidée par les chefs d'État Faure Gnassingbé et John Dramani Mahama du Ghana. Gerson Deveau, vous étiez donc sur le lieu. Tout à fait, Franck. Abaweme, c'est exactement le nom du district d'Aplaou, de ce village côté Ghana, un petit village qui jouxte donc la frontière Togo-Ghana, quelques mètres à pied, et vous êtes par exemple à Tikoumé, à Lomé ou encore à Soviepé, à Didogomé. C'est donc dire la proximité. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans le discours du président Faure Gnassingbé qui disait qu'on n'a pas le sentiment d'avoir franchi la frontière, on a plutôt l'impression d'être dans le quartier d'à côté, donc dira donc le président Faure Gnassingbé. Vous l'avez entendu certainement dans le discours. Ça donne donc une idée sur la proximité donc de ce village qui est désormais le point de connexion entre le réseau ferroviaire togolais et celui du Ghana. Autre témoin phare, l'élément de connexion même, un train Togo-Rail, on l'a vu, on va le voir dans le reportage flanqué des drapeaux togolais et ghanéens, le moteur ronronnant attendant tout simplement le top départ empreint de satisfaction des délégations des deux pays, des populations venues des côtés togolais et ghanéens de la frontière. Un top départ donné, vous l'avez dit, par les deux présidents Faure Gnassingbé, John Dramani Mahama. La cérémonie, le reportage, il m'a signé Pachakouloum. Côte à côte, Faure Gnassingbé du Togo, John Dramani Mahama du Ghana. Les deux présidents, à cet instant précis dans le rôle de chef de gare, le klaxon du train en écho, c'est l'interconnexion des lignes ferroviaires entre le Togo et le Ghana. 8 km de chemin de fer qui renforcent la coopération économique entre les deux pays. Les chiffres sont assez prometteurs. L'usine d'Amon Cement Ghana a besoin de 5 000 tonnes de matières premières par jour. Et ces matières premières étaient transportées par la route. Donc aujourd'hui, nous allons les transporter par la voie ferroviaire, ce qui permet de désengager la voie routière et d'atténuer la dégradation des routes. Et ensuite, le coût de transport sera très amoindri parce que le coût de transport ferroviaire est toujours moindre par rapport à celui de la voie routière. En clair, une coopération économique renforcée, auparavant magnifiée par les deux présidents dans leurs discours respectifs. Faure Gnassingbé parlera de marche vers le développement, de dynamisme commercial enclenché. En effet, les 8 km de chemin de fer raccourcissent les distances pour les opérateurs économiques. Un exemple d'intégration se réjouira-t-il au passage. Des propos renchéris par son homologue ghanéen qui célèbre lui aussi l'amitié entre les peuples togolais et ghanéens en prenant parfois, lui l'anglophone, l'accent francophone. En rappelant qu'il y a seulement 3 semaines, il inaugurait ensemble avec son frère et ami togolais le poste juste apposé de Mwepé. Ladies and gentlemen, we will build on our strong links and connections to enhance our cooperation and collaboration. Our two people are the same. We share the same names, we share the same culture, we eat the same foods, we speak the same language. Indeed, we dance the same. When I saw the performance there, it was Agbaja like we dance here in Ghana. We have the same music and we look the same. Des valeurs qui poussent à des réalisations rendues possibles grâce au partenariat public et privé qui sécurisent par ailleurs nos routes réhabilitées et construites à grands frais. La société Wassem doit devoir acheminer les clinqueurs qui passent, surtout sur la ville de Lomé, et qui par moment dégradent très vite ces routes-là. Ces poids-là doivent être désormais supportés par le chemin de fer qui est le mode de transport qui supporte mieux ces charges. D'autres interventions marqueront cette cérémonie dans les clans et aussi par l'amitié manifestée sur place par les groupes folkloriques venus du Togo et du Ghana. Un nouveau départ symbolisé par cette locomotive drainant derrière elle 16 wagons de 60 tonnes chacun. L'intégration, quoique lente, est en marche.
Cette intervention et ce résumé de Gerson Dovo mettent fin à cette édition. Un événement qui constitue d'ailleurs l'unique titre de cette édition. Avant de vous quitter, je vous donne cette information qui est un résumé d'un communiqué du ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui informe qui porte à la connaissance des organisations de jeunes que le nouveau processus de renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse CNJ lancé depuis avril 2014 se poursuit normalement et est actuellement à la phase des élections. À cet effet, le comité ad hoc mis en place pour conduire ce processus informe les responsables d'associations de jeunes concernés que les élections préfectorales et régionales se dérouleront du 27 novembre au 12 décembre 2014 suivant un programme que les concernés trouveront dans le quotidien national Togo Presse. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Retrouvez Isidore Koubatine à 22h30 pour notre dernière édition du jour. Au revoir.